Bonjour, cette fois-ci on va parler de l'arrêt cardio-circulatoire. Comme définition, c'est une suspension de l'activité de l'une des composantes de l'appareil cardio-circulatoire, qui sont le cœur et le vaisseau. Alors, une suspension brutale de l'activité cardiaque ou bien une suspension brutale de l'activité de l'appareil vasculaire ou circulatoire, ça va provoquer l'arrêt cardiaque. Pour poser le diagnostic, très simple. Pas de conscience, numéro 1. Deuxièmement, pas de respiration. Votre maladie ne respire pas. Comment savoir ça? Il suffit d'essayer d'entendre les souffles du patient et en même temps de regarder les mouvements thoraciques. Est-ce que le thorax s'élève ou non? Si pas de souffle et pas de mouvement thoracique, pendant 10 secondes minimum, maximum plutôt, votre malade est en arrêt respiratoire. Troisièmement, pas de pouls. Si vous êtes un professionnel de santé, vous pouvez savoir facilement comment palper le pouls. Alors, essayez de palper le pouls carotidien ou le pouls fémoral et oubliez le pouls radial. Le pouls radial ou bien palper le pouls radial n'est pas indiqué pour poser le diagnostic d'un arrêt cardiaque. Alors, essayez de palper le pouls carotidien, le pouls fémoral. Alors, si vous ne pouvez pas le trouver, d'accord, ou bien vous trouvez une difficulté à palper ces pouls, ou bien vous n'êtes pas un professionnel de santé, vous ne connaissez pas il est où le pouls carotidien, il est où le pouls fémoral, à ce moment-là, ces deux signes, pas de respiration et pas de conscience, suffit largement pour commencer le massage cardiaque et bien sûr de poser le diagnostic de l'arrêt cardiaque. J'espère que c'est simple. Alors, un arrêt cardiaque, un patient ou là, un sujet ou là, un être humain qui fait un malaise devant toi, il est tombé par terre, soit en extra-hospitalier, soit vous êtes appelé par les parents d'un malade pour un malade qui n'est pas bien. Alors, une fois arrivé au malade, bien sûr, au niveau intra-hospitalier, vous trouvez les deux, c'est-à-dire celui qui est en intra-hospitalier, en extra-hospitalier, il trouve le patient inconscient, totalement inconscient, d'accord? Vous le stimulez, monsieur, il n'y a pas de réponse, c'est bon, il est inconscient, stimulez-le, appuyez-le sur le front, essayez de stimuler ou bien de lui provoquer une douleur, d'accord? Pas un pincement, par exemple, du téton chez la femme ou bien même chez l'homme, d'accord? L'essentiel, essayez de créer une source de douleur chez ce patient. Alors, si ce malade ne répond pas, c'est-à-dire il est inconscient. En parallèle, votre malade, il ne respire pas. Vous avez confirmé que votre malade ne respire pas. Alors, ces deux signes cliniques suffisent largement pour poser le diagnostic de l'arrêt cardiaque et de commencer le massage cardiaque. L'élément le plus important, si vous êtes un professionnel de santé, vous connaissez quelque chose dans le domaine médical, essayez de palper le pouls. Si vous n'arrivez pas à palper le pouls ou le trouver, ou vous trouvez une difficulté, ou vous ne connaissez pas, oubliez ce pouls-là et commencez le massage cardiaque. C'est bon? Excellent. Alors, c'est pour ça qu'on doit différencier d'un arrêt cardiaque par rapport à un malaise ou bien par rapport à juste trouble de la conscience simple, hein, d'accord? Voilà les signes ou bien les paramètres, les signes de diagnostic. Alors, quelles sont les causes qui peuvent provoquer l'arrêt cardiaque? Ou bien on a oublié une petite chose sur le plan respiratoire. Si votre malade il gaspe, est-ce qu'on peut considérer ça comme des mouvements respiratoires efficaces? Est-ce qu'on peut la considérer comme une respiration normale? Non. Les gaspes sont considérés comme un arrêt respiratoire. Sont considérés comme pas de respiration, sont considérés comme un signe, le deuxième signe qui pose le diagnostic d'un arrêt cardiaque, en plus le trouble de la conscience ou bien pas de conscience carrément. D'accord? Alors les gaspes ne sont pas considérés comme cycle respiratoire,
sont considérés comme un arrêt respiratoire. Excellent. Alors maintenant, quelles sont les causes qui peuvent provoquer cet arrêt cardiaque? On a plein de causes. Ça commence toujours par les causes cardiaques. Quand on dit cause cardiaque, tout problème qui peut toucher le cœur, ça commence toujours avec les troubles du rythme. L'EDM, infarctus du myocarde, un épanchement péricardique, d'accord, une embolie pulmonaire, grave bien sûr, ou bien massive, une embolie pulmonaire, une rupture valvulaire, une endocardite, une endocardite infectieuse, ça peut provoquer le décès, l'arrêt cardiaque, d'accord. Voilà les causes cardiaques. Les causes, on prend des causes respiratoires par exemple, un pneumothorax suffocant, ça peut provoquer un arrêt cardiaque, et une pneumopathie infectieuse, ou non infectieuse avec une désaturation majeure, comme le Covid par exemple, ça peut provoquer un arrêt cardiaque. L'embolie pulmonaire aussi, c'est une cause à la limite cardiaque et respiratoire. L'embolie pulmonaire, grave bien sûr. Les épanchements pleurales de grande abondance, d'accord. Les pleurésies de grande abondance, elles gênent le patient, elles peuvent provoquer une asphyxie, d'accord. Et bien sûr, toutes les autres causes traumatiques sur la cage thoracique ou bien sur l'appareil respiratoire. D'autres causes, les causes traumatiques, tout traumatisme grave crânien, d'accord, un polytraumatisé, d'accord, suite à un accident de travail ou un accident sur la route, chute, une chute de 3, 4 mètres, 10 mètres, d'accord, chute. Toutes les causes traumatiques. On a les causes médicamenteuses, par exemple, on a les intoxications, surtout ça. Les intoxications médicamenteuses, ça peut provoquer le décès, d'accord. On a les causes métaboliques. Et quand on dit les causes métaboliques, ça peut être une hyponatrémie sévère, une hypercalémie, et ça tue trop les malades, une hypocalémie, d'accord, une hypernatrémie, d'accord, une hypercalcémie, une hypocalcémie. Bien sûr, quand on parle de hypo ou hyper, on parle des hypos sévères et les hyper sévères, d'accord. On parle des causes aussi respiratoires, on a parlé de ça, les acidoses respiratoires, les alcaloses respiratoires très sévères, bien sûr. Aussi, on a d'autres causes, comme les tentatives, bien les suicides carrément, comme une pendaison, d'accord. Je parle de pendaison. Alors, on a plein de causes, tous qui peuvent provoquer l'arrêt cardiaque. Mais tous ces causes-là sont finies par un arrêt, une inactivité du cœur, d'accord. On a oublié une chose, les causes état de choc, comme état de choc, une cause vasculaire, une défaillance de l'appareil vasculaire, un état de choc, quoi que ce soit hémorragie, quoi que ce soit anaphylactique, quoi que ce soit septique, ou bien cardiogénique dans le cadre des causes cardiaques, tout ça, ils peuvent provoquer un arrêt cardiaque. Alors, je vous rappelle toujours qu'il est inutile de palper le pouls radial pour rechercher le pouls. Il est aussi inutile de chercher la médréase, d'accord, bilatérale. Ce n'est pas un critère pour poser le diagnostic d'un arrêt cardiaque. Et aussi, il est inutile de prise de tension artérielle par un brassard, par exemple. Pourquoi? Parce que devant un malade en arrêt cardiaque, c'est une situation de panique, c'est une situation de stress. Des fois, le professionnel de santé ne sait pas quoi faire. Alors, il essaye de prendre une tension artérielle. Ça, c'est faux. Ça va juste aggraver le pronostic. Ça va juste tarder la prise en charge. Alors, oubliez de chercher la médréase. Oubliez de palper le pouls radial et oubliez de prendre une tension artérielle. Ça va juste retarder la prise en charge et le massage cardiaque, et ça va entraîner des dégâts, bien sûr, des dégâts catastrophiques, si vous arrivez à récupérer votre malade. Alors, pour la prise en charge de l'arrêt cardio-circulatoire, on a deux situations.
On a pour un malade en arrêt cardiaque, en extra-hospitalier. Et on a un arrêt cardiaque en intra-hospitalier. D'accord? Alors, avant tout, devant les deux situations, il faut poser le diagnostic. Le diagnostic d'un arrêt cardiaque. D'accord? Comment ça? Pas de respiration, pas de conscience et à la limite, pas de pouls. Très bien. Alors, tu passes rapidement au massage cardiaque. D'accord? Le massage cardiaque. Massez bien votre malade, d'accord? Mettez-le sur un plan dur, d'accord? Et bien sûr, sur un plan dur et à plat, bien sûr, sauf dans certaines situations comme la femme enceinte et d'autres situations un petit peu particulières. Alors, mettez votre malade à plat et sur un plan dur, d'accord? Et commencez le massage cardiaque à raison de 100 à 120 compressions par minute. D'accord? Avec une profondeur de 5 à 6 cm. Ne soyez pas ni trop rapide, ni trop long, ni trop agressif, ni trop doux. Massez d'une manière efficace. D'accord? De 100 à 120 compressions par minute et avec une profondeur de 5 à 6 cm sur un plan dur et un malade, il est en décubitus dorsal strict. D'accord? Alors, si vous me parlez de poser de la question, elle est où la ventilation? Alors, si vous êtes en extra-hospitalier, d'accord, ne pensez pas à la ventilation. Oubliez la ventilation. La méthode bouche à bouche, elle est condamnée parce que la majorité, ils pensent que ça c'est dégueulasse et c'est contaminant. Ça provoque contamination des pathologies infectieuses. Ils pensent, d'accord? Par les témoins, d'accord? On parle des témoins formés ou bien les gens à l'extérieur. Ils ont tous peur de la ventilation bouche à bouche, alors ils hésitent toujours de la faire et ça va retarder la prise en charge. Alors oubliez la ventilation bouche à bouche ou tout ce que vous pensez en extra-hospitalier. Commencez le massage cardiaque une fois le diagnostic est posé. D'accord? Alors, si vous êtes en intra-hospitalier, non, ça change. Si vous avez du matériel, exemple le ballon auto-remplisseur, le réanimation, si on peut dire ça, si vous avez un réanimant à côté de vous avec une source d'oxygène, vous pouvez la mettre sur la bouche du patient, mais ne ventilez pas. D'accord? Ne faites pas le mouvement de ventilation. Il faut juste mettre le masque du réanimant ou bien du ballonnet sur la bouche du patient, d'accord? Et laisser l'oxygène s'écoule avec un débit suffisant. Et ne faites pas ce mouvement-là de ventiler, d'accord? Parce que ça peut provoquer des dégâts, d'accord? Le malade, il a des réserves en oxygène. Il suffit juste de les mobiliser, d'accord? Le malade, quand il a fait un arrêt cardiaque, il a une réserve en oxygène dans le sang. D'accord? Alors, il suffit juste de le mobiliser par le massage cardiaque et de ramener ce réserve en oxygène et le sang riche en oxygène vers le cerveau, le victime de l'arrêt cardiaque, le victime le plus, comment dirais-je, le plus fragile devant un arrêt cardiaque. D'accord? Alors, mettez le ventilo ou bien le ballonnet sur la bouche du patient et ne ventilez pas. D'accord? Aussi, vous pouvez faire, voilà, c'est ça, très bien. Alors, on arrive maintenant, vous avez fait le massage cardiaque et tu as peur de ventiler, alors ne ventile pas. Et entre-temps, avant, bien sûr, en parallèle de toute cette histoire, on a oublié une chose très importante, c'est l'alerte. Attention, alerte. Si vous êtes en extra-hospitalier et vous avez posé le diagnostic d'un arrêt cardiaque, alors demandez l'aide rapidement et faites le massage cardiaque. D'accord? L'aide à travers appeler le secours. Si vous êtes en intra-hospitalier, bien sûr, si vous êtes un infirmier, un médecin, vous arrivez à votre malade sur le lit, vous trouvez que le patient est présent en arrêt cardiaque, ne laissez pas votre malade seul et allez chercher le médecin ou bien allez appeler le secours ou bien allez appeler l'aide. Non. Il faut mettre le malade en position décubitus latéral, commencer le massage et hurler à travers le couloir. On a un arrêt cardiaque, chambre X, chambre 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. D'accord? Ne laissez pas votre malade son massage cardiaque et allez chercher l'aide. D'accord? Demandez aux parents de demander l'aide, demandez de votre collègue de ramener l'aide. L'essentiel, une fois vous posez le diagnostic de l'arrêt cardiaque, commencez le massage cardiaque. D'accord? Cette histoire d'alerte,
trouver une solution pour ramener l'aide sans quitter et sans arrêter et sans oublier le massage cardiaque. Très important. Alors, alertez le massage cardiaque. Vous êtes en extra-hospitalier, vous avez demandé l'aide. Très bien, l'aide, elle est en route. Aussi, vous êtes en intra-hospitalier, vous avez appelé l'aide et bien sûr le réanimateur. Le réanimateur, elle est en cours. Vous êtes en intra-hospitalier, votre malade, il est censé avoir une voie veineuse périphérique. Voie veineuse périphérique. Le malade, il est censé avoir cette voie. Alors, commencez à injecter de l'adrénaline, mais avant de penser à l'injecter de l'adrénaline, on a oublié une chose très importante. Vous avez posé le diagnostic, vous faites maintenant le massage cardiaque. On parle beaucoup plus de l'intra-hospitalier maintenant. Hein. Vous faites maintenant du massage cardiaque. L'aide, elle est arrivée. Alors, hop, la première chose à ramener, c'est l'appareil ECG. D'accord? Il faut faire rapidement un ECG. D'accord? Alors, vous avez fait 2 minutes de massage cardiaque. Très bien. Alors, ramenez de l'ECG. Mettez-le rapidement sur le malade sans interrompre le massage cardiaque. D'accord? Il suffit juste de mettre les électrodes périphériques. D'accord? Le right et le left, hein, ainsi que le foot, ainsi que le noir. D'accord? Mettez les électrodes périphériques juste. D'accord? N'arrêtez pas le massage cardiaque pour mettre les électrodes périphériques, les électrodes précordiales. D'accord? Alors, mettez les 4 électrodes sur bien sûr sur les poignets et les chevilles, d'accord, et analysez le rythme cardiaque, d'accord. Une fois vous voulez faire un ECG, enlevez ta main pour ne pas masser pendant quelques secondes et allez, récupérez le massage, reviens à masser pour masser votre malade. Très bien, vous avez fait un ECG, hop. Et bien sûr, votre collègue de l'autre côté, et si votre malade il n'a pas une voie veineuse périphérique, il le met une voie veineuse périphérique de gros calibre, bien sûr. Très bien. En général, c'est les malades, de piquer ces malades, il est très difficile. Alors, allez chercher carrément la voie veineuse, la voie jugulaire externe. Hein, d'accord? Elle est encore vivante dans cette situation. D'accord? Alors, faites un ECG rapidement. C'est votre malade et un autre collègue et prépare l'adrénaline. L'adrénaline à raison de 1 mg, d'accord, par 1 cc, d'accord. Alors un collègue, une parmi l'aide, il fait de l'ECG, l'autre, il fait une voie veineuse périphérique et l'autre, il prépare l'adrénaline. Et un autre, il ramène quoi? Et un autre, elle ramène le défibrillateur, d'accord, parce que jusque-là, on ne sait pas est-ce que les rythmes sont choquables ou non. Très bien. Alors, vous faites un ECG rapidement. Alors, si le rythme, c'est un rythme choquable. Et quand on dit un rythme choquable, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une fibrillation ventriculaire. Un rythme comme ça. Un rythme comme ça. Ça, c'est une fibrillation ventriculaire. Un rythme anarchique, hein, arythmique carrément, d'accord? Ou bien c'est une tachycardie ventriculaire, comme ça. Une tachycardie ventriculaire, mais à condition sans pouls, d'accord? Et quand on dit sans pouls, ça nous revient ici, d'accord? Alors si vous faites un ECG, ça montre une tachycardie ventriculaire, hop, il n'y a pas de pouls fémoral, alors elle est considérée comme un arrêt cardiaque. Alors vous faites quoi devant cette situation? Et n'oubliez pas, vous faites encore toujours le massage cardiaque. Tes mains sont toujours sur le malade, sur le thorax de votre malade. Très bien. Et une fois vous vous sentez fatigué, laissez le massage cardiaque pour un autre. D'accord? Alors, une fois vous vous sentez fatigué, ne s'épuise pas encore. D'accord? Demandez l'aide à un autre qui commence le massage cardiaque ou là, qui fait de l'alternance. Très bien. Sur le CG, vous trouvez qu'il a un rythme choquable. Hop, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire le choc électrique externe ou bien la défibrillation. D'accord? Alors, choquez votre malade avec une énergie entre 150, d'accord? Commencez par 150 joules, d'accord? Délivré en choc électrique externe. Et au moment du choc, c'est juste au moment du choc, on arrête le massage cardiaque, d'accord? Et après le choc électrique externe, reviens masser votre malade 2 autres minutes après, d'accord? Durant les 2 autres minutes qui suivent le choc électrique, tu dois masser votre malade. Très bien. Alors, vous avez choqué votre malade avec 150 joules. Vous avez fait 2 minutes de massage cardiaque.
C'est le moment de faire quoi? De faire un ECG. D'accord? Très bien, un ECG de contrôle. Très bien. Alors, si vous faites un ECG du contrôle, vous trouvez toujours que votre malade elle présente une FV ou bien une tachycardie ventriculaire, alors vous faites quoi? Bien sûr, un deuxième choc électrique externe. Cette fois, donnez-lui 200 joules, par exemple. 200 joules et massage cardiaque pendant 2 minutes. Très bien. Alors, vous avez massé votre malade 2 minutes et tu dois faire quoi? Un ECG pour la troisième fois. Pourquoi? Pour analyser le rythme pour la troisième fois. Vous avez analysé le rythme, vous trouvez que toujours votre malade il présente une FV, une tachycardie ventriculaire. Vous faites quoi? Vous choquez le patient. D'accord? C'est le choc 1. C'est le premier choc, voilà. Deuxième choc, c'est le troisième choc. Donnez-lui par exemple 300 joules. D'accord? On rajoute de l'amiodarone. L'amiodarone, à raison de 300 mg, c'est-à-dire 2 ampoules, on y vidait. D'accord? On y vidait. D'accord? Ou bien, d'accord, si, et bien sûr, on donne de l'amiodarone. Et bien sûr, on fait du massage cardiaque. Le massage cardiaque, il est toujours là. Et après 2 minutes de massage cardiaque, j'analyse le rythme avec le CG. D'accord? Si le rythme, il est toujours choquable, je choque une fois. D'accord? Et pour la cordarone, je peux renouveler la cordarone, cette fois à raison de 150 mg. D'accord? On y vidait. D'accord? Et je continuais le massage cardiaque pendant 2 autres minutes, d'accord? Et j'analyse le rythme une autre fois. C'est mon malade, il présente toujours une FV ou bien une tachycardie ventriculaire sans pouls. Je choque toujours pour la 6e fois, d'accord? Par contre, il n'y a pas de médication maintenant, hein? D'accord? Il n'y a pas de médication. Alors on choque et on donne, et entre-temps, d'accord? Entre-temps, n'oubliez pas d'injecter l'adrénaline. D'accord? L'adrénaline, c'est le traitement de choix. D'accord? C'est le traitement veut dire on choque le patient. Et entre-temps, d'accord, je choque le malade, la première, la deuxième, troisième, et je fais le massage cardiaque. Et entre-temps, je donne toujours l'adrénaline à raison de 1 mg chaque 4 minutes. D'accord? En parallèle de tout ça, je commence à injecter l'adrénaline dès le début. Bien sûr de l'arrêt cardio-circulatoire. D'accord? Et j'arrête, quand je dois arrêter toute cette histoire de choquer et adré, massage cardiaque, l'amiodarone, tout ça, bien sûr, si vous décidez d'arrêter la réanimation. D'accord? Après, à la limite, 30 minutes, ou bien 20 minutes, ou bien 1 heure, selon le patient. D'accord? Et le pronostic du patient. Très bien. Maintenant, mon malade, j'ai fait un ECG au début, d'accord? Je reviens au début, d'accord? J'ai fait le massage au début, le CG au début. Le rythme, finalement, n'est pas une fibrillation ventriculaire, n'est pas une tachycardie ventriculaire. C'est une asystolie. Asystolie, ça veut dire un tracé plat. Ou bien un rythme, comme ça, un rythme sans pouls, d'accord? J'ai un bon ECG, d'accord? Un beau ECG, d'accord? Mais sans pouls, il n'y a pas de pouls. D'accord? C'est une activité alors électrique. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une dissociation électromécanique. Votre malade, il a un pouls, il a plutôt une activité électrique qui se manifeste par un ECG, d'accord? Un rythme qui paraît beau, d'accord? Mais en parallèle, il n'y a pas de pouls, hein? Il n'y a pas de pouls, il n'y a pas de pouls, il n'y a pas d'activité mécanique. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Est-ce que je choque le malade? Non. Ces deux rythmes-là s'appellent des rythmes non choquables. Alors, quel est le traitement? C'est l'adrénaline, d'accord? C'est injecter l'adrénaline à raison de 1 mg, d'accord, chaque 4 minutes, d'accord? Et je masse toujours le malade, d'accord? Et je surveille après chaque 2 minutes ou après chaque 4 minutes, je vois est-ce que j'ai un pouls ou non. J'aurai un pouls, si j'ai un pouls, j'arrête le massage cardiaque. Une fois, j'ai pas toujours le pouls, je dois toujours continuer le massage cardiaque, c'est le traitement du fond, et donner l'adrénaline à raison de 1 mg, bien sûr, chaque 4 minutes. D'accord?
Est-ce que c'est clair? C'est paraît un petit peu barbant, mais le protocole, il est bien codifié. Hein. C'est barbant sur cette fiche-là, mais en réalité, le protocole, il est bien codifié. J'ai essayé de ne pas parler trop, mais finalement, j'ai trop parlé. Hein. Mais bon. Alors, certaines situations un petit peu floues, on va parler de certaines situations un petit peu floues. Alors, devant, j'ai un malade, par exemple, qui a une... voilà, qui a une hypocalémie, d'accord, qui a une hypocalémie et une hypocalémie sévère. Alors, je ne peux pas donner du potassium en IV, d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois donner? Je dois donner, bien sûr, du Mg, d'accord. Le MgCl à raison de 1 à 2 grammes en IV, d'accord. Parce que c'est devant, en général, c'est l'hypocalémie sévère, ça va provoquer un type de trouble du rythme qui s'appelle torsade de pointe, qui est un type de fibrillation ventriculaire. Et je dois réagir en injectant du magnésium, d'accord, en intraveineuse directe. Parce que je ne peux pas injecter du potassium en intraveineuse directe, d'accord. Alors, si j'ai une hypercalémie, d'accord, si j'ai une hypercalémie, je dois injecter le CaCl, le calcium en intraveineuse, d'accord, pour limiter les signes électriques, les troubles du rythme causés par l'hypercalémie, d'accord. Et en parallèle, si mon malade est sur dégoxine et il fait une hypercalémie, je ne peux pas injecter du calcium, alors j'injecte quoi? J'injecte le MgCl, d'accord. Excellent. Alors si mon malade il a pris du médicament comme les antidépresseurs tricycliques, par exemple, comme un médicament pour autolyse, alors il a fait un trouble de rythme, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois injecter le bicarbonate de sodium, d'accord. Et le protocole il est bien codifié, on est dit. Alors si mon malade il présente une embolie pulmonaire massive et il fait un arrêt cardiaque, d'accord. Alors quel est le traitement devant cette situation? C'est la thrombolyse, d'accord. C'est la thrombolyse, d'accord. Alors si mon malade il a fait une IDM, d'accord, on perd, bien sûr c'est la cause de l'arrêt cardiaque, je dois faire quoi? Est-ce que je dois faire la thrombolyse ou bien l'angioplastie primaire de sauvetage, ou bien l'angioplastie primaire, ou bien l'angioplastie de sauvetage? Bon, les écoles, exactement la recommandation n'est pas précise, mais c'est au cas par cas. Mais l'indication elle est beaucoup plus tirée vers l'angioplastie de sauvetage. Alors, masser le malade jusqu'au continuer le massage cardiaque et la réanimation cardio-pulmonaire en général, jusqu'au, bien sûr, hein, jusqu'à la salle de cathétérisme et bien sûr faire une angioplastie primaire de sauvetage. On a oublié une chose très importante, apparemment on a trop oublié aujourd'hui. Hein. Pour la ventilation, vous avez appelé le réanimateur, d'accord. Alors quand vous appelez le réanimateur, quand le réanimateur il met ses mains sur le malade, alors ça va, la réanimation s'appelle maintenant réanimation spécialisée, d'accord. C'est pas une réanimation de base. Ce que vous avez fait avec l'adrénaline, avec le massage cardiaque, s'appelle la réanimation cardio-pulmonaire de base. Une fois vous appelez le réanimateur il arrive et une fois il met ses mains sur le malade, ça commence la réanimation spécialisée. La réanimation spécialisée ou la réanimation respiratoire, elle est basée sur l'intubation-ventilation, ça c'est connu, d'accord. C'est le meilleur moyen pour ventiler le malade. Pour la réanimation de base, si vous avez un ballonnet ou bien un ballon auto-remplisseur, mettez-le sur le malade. Si vous n'avez pas, ne ventile pas le malade. Par contre, si la réanimation spécialisée arrive, bien sûr, c'est l'intubation-ventilation. Il faut ventiler votre malade. Surtout que si la cause de l'arrêt cardiaque, elle est respiratoire pure. D'accord. Maintenant, pour la réanimation hémodynamique, c'est le massage cardiaque. C'est vous ou bien le réanimateur. D'accord. Alors si on parle d'autres causes de l'arrêt cardiaque, si on parle par exemple d'un pneumothorax suffocant, il faut le drainer, d'accord, ou bien l'exsuffler en urgence, d'accord. Si par exemple votre malade il a fait un arrêt cardiaque suite à un état de choc, remplissez-le, un état de choc hémorragique, la transfusion, hein, faites la transfusion en urgence et le remplissage vasculaire avant la transfusion. Alors si votre malade il a fait une intoxication par exemple par les cyanures, hein. Cyanure c'est l'antidote, utilisez les antidotes, l'hydroxycobalamine, d'accord, l'hydroxycobalamine. Et si votre malade il a fait un tamponnade cardiaque, il faut carrément une ponction, hein, une ponction
Xyphoïdien, elle est indiquée en urgence, d'accord? Alors, c'est votre malade, il a fait, comment dirais-je, un état de choc, hein, un arrêt cardiaque sur un état de choc. C'est le remplissage, bien sûr, avec la transfusion, s'il s'agit d'un état de choc hémorragique. Alors, heureusement, vous avez récupéré votre malade. Heureusement, enfin, une fois vous avez un pouls, arrêtez le massage cardiaque, d'accord? Une fois vous avez le pouls, et bien sûr, pas le pouls radial, hein. On parle du pouls fémoral, on parle du pouls carotidien. Une fois que vous avez le pouls, arrêtez le massage cardiaque, d'accord? Mettez le malade sous adrénaline à la seringue électrique pour garder cette activité mécanique, d'accord? Mettez rapidement un cathéter veineux central, bien sûr c'est le réanimateur. Et si vous n'avez pas un cathéter veineux central, mettez l'adrénaline à la seringue électrique chez le malade avec une voie veineuse périphérique de gros calibre, de préférence jugulaire externe, d'accord? Mais attention, la position, des fois qu'on met une voie veineuse jugulaire externe, si on met malade, si le malade il tourne involontairement la tête, le côté où vous avez mis la voie jugulaire externe, ça va provoquer un arrêt du perfusion et peut-être l'arrêt cardiaque à nouveau. Alors, jugulaire externe avec piquer le malade en jugulaire externe avec les précautions connues. D'accord? Et on a dit que vous avez heureusement récupéré votre malade. L'adrénaline à la seringue électrique. Essayez de garder une petite hypothermie, c'est toujours bien pour le malade, d'accord? Et ventiler le malade, ça c'est sûr, avec un ventilateur, et l'admission en réanimation, d'accord? Et en réanimation, on doit toujours lutter contre ce qu'on appelle les axos. Les axos, chez un malade qui fait un arrêt cardiaque, alors essayez d'éviter les les hyperthermées, essayez d'éviter les hypotensions, les hyperventilations, les hyperglycémies, hein, et bien sûr les hypothermies excessives. On se permet pour une hypothermie, mais pas trop excessive, d'accord? Et toujours la prise en charge de l'arrêt cardiaque, c'est un traitement symptomatique, c'est la réanimation cardio-pulmonaire, et en parallèle le traitement étiologique. Exemple, un malade, il a fait une hypoglycémie, d'accord, une hypoglycémie sévère. Et bien sûr, il faut resucrer le malade. Bien sûr, n'attendez pas que le malade il augmente sa glycémie spontanément, d'accord. Voilà, en gros, j'ai essayé trop de limiter et de parler peu, mais malheureusement, j'ai trop parlé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez jamais et merci à vous.